Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur CGP TV pour ce nouveau rendez-vous, les rendez-vous de la Française justement, puisqu'on en parle comme ça, de rendez-vous, acteur de référence de la gestion de patrimoine, pas sans dire, mais c'est bien de le rappeler aussi. Nous allons consacrer ce plateau à deux thématiques que nous allons croiser, celle de l'immobilier et celle de la santé, au travers d'un véhicule de placement lancé il y a quelques mois, la SCPI LF Avenir Santé. Autour de moi sur ce plateau, deux responsables de la Française sont là. Monsieur Jérôme Valade, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle santé à la Française. Exactement. Ça. Et Christophe Inizan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la Française. Alors je le disais, immobilier, santé, immobilier, l'attractivité des SCPI ne se dément pas. Hein. Je crois que on a une collecte nette de plus de 7,5 milliards d'euros en 2021. Ça commence très fort pour le premier trimestre 2022. Hein. J'ai des derniers chiffres, autour de 2,6 milliards de collecte nette. Et tout ça avec des hausses très importantes par rapport au premier trimestre de l'année 2021. Ça, c'est pour le marché donc, de la SCPI. Donc l'immobilier se porte bien sur ce véhicule. Et maintenant, le marché de la santé. Quel est justement ce marché de l'immobilier de santé? Quel est-il, Jérôme Valade? Alors, immobilier de santé, pour juste repréciser, effectivement, donc on investit dans de l'immobilier, donc ce sont des bâtiments, et derrière santé, on met finalement les bâtiments dans lesquels finalement on prodigue des soins à des patients, ou alors qui viennent accueillir et gérer des personnes âgées, dépendantes ou fragilisées. Donc, ce marché-là de l'immobilier en France, l'année dernière, en 2021, ça représente tout de même un volume de 1,4 milliard d'euros. C'est en très très forte croissance par rapport à 2020 où on avait un volume légèrement inférieur à 1 milliard. Ça s'explique notamment par la crise sanitaire qui a bien souligné l'importance des infrastructures de santé dans les pays et pour les populations. Au niveau européen, c'est pareil, c'est un marché qui est en croissance, alors plus réduite. On est sur un volume l'année dernière de 12,6 milliards d'euros, à comparer déjà à 12 milliards pour 2020. D'accord. Donc c'est lié, on va le dire comme ça, au vieillissement, à la seniorisation, on va l'appeler comme ça, de la population. Exactement, parce que les populations vieillissantes, il faut d'une part les accueillir, mais plus on est âgé, plus on consomme des soins, plus on a de pathologies, qu'elles soient mineures, on pense à l'ophtalmologie tout simplement, il faut des lunettes, il faut ça, et aussi effectivement des pathologies un peu plus graves qui doivent être prises en charge dans des instituts spécialisés. D'accord. Donc si je comprends bien, on va du mur de pharmacie jusqu'à l'EHPAD. Exactement. Vous avez donc un périmètre assez large. Est-ce que c'est une nouveauté pour vous? Est-ce que vous avez une courbe d'expérience sur le sujet? Je ne sais pas, Christophe. Alors oui, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a accompagné pendant plus de 8 ans un fonds qui est désormais assez connu sur la place dédié à la santé, avec le succès qu'on connaît, et on remercie d'ailleurs nos partenaires pour ce succès, parce que la santé, il y a une dizaine d'années, c'était pas la santé d'aujourd'hui, mais il nous a semblé important de venir sur ce marché avec nos propres équipes, d'où la présence de Jérôme qui est central dans le dispositif dédié à l'immobilier de santé au sein du groupe La Française, un peu à l'image de ce qu'on a pu faire dans le passé autour de l'Europe. On avait constitué des équipes en Europe, notamment en Allemagne, avant de lancer notre fonds, pour ne pas le nommer, LF Europe Immo, et puis après on l'a fait sur le Grand Paris, et donc désormais on le fait avec effectivement la SCPI LF Avenir Santé qui vient compléter le dispositif qu'on propose aux partenaires pour adresser ce segment de l'immobilier de santé qui, comme l'a dit Jérôme, est un segment en très forte croissance et qui répond à des enjeux sociétaux majeurs. Vous avez évoqué à l'instant le vieillissement de la population. Effectivement, on sait qu'en Europe et donc en France, les personnes de plus de 65 ans vont être très nombreuses. On parle de 6 millions en 2020 à plus de 10 millions en 2040, donc c'est demain. Et il faut adresser ce besoin, et les investisseurs privés dont nous sommes, institutionnels mais privés, vont apporter leur pierre à l'édifice afin de répondre à ce besoin important. Et effectivement, donc, on a souhaité constituer une équipe au sein du groupe La Française dédiée à ce pôle de santé. Donc vous avez une équipe de combien de personnes aujourd'hui? C'est une équipe dédiée. Alors Jérôme va le compléter, mais effectivement on a un pôle d'immobilier de santé dédié autour de Jérôme, qui est donc en charge des investissements en particulier. Vous avez donc Philippe Depoux, qui est président de la Française REM, qui coordonne avec Jérôme ce pôle. Et puis à côté, en complément, vous avez Virginie Valu, qui est en charge de la dimension, on y reviendra, ISR, de l'ensemble des fonds de la Française, et en particulier des LF Avenir Santé, qui a une dimension sociétale qu'on comprend aisément. On voit bien que lorsqu'on parle d'ISR et de santé, le S de SG est très structurant. Et puis plus généralement, toutes les ressources du groupe La Française, notamment
à l'international dont j'ai parlé tout à l'heure, en Europe en particulier, vont nous accompagner dans le déploiement de cette stratégie qui va s'axer sur le marché français, on en a parlé à l'instant, mais aussi bien évidemment en Europe, parce que les besoins sont mondiaux et donc européens. D'accord, donc on a aussi, je crois, constitué un comité consultatif pour accompagner le pôle de santé dans ces décisions stratégiques. Tout à fait. Donc extérieur à la française, mais composé de personnes éminentes. Complètement. Alors l'idée, c'est de compléter les expertises au sein du groupe autour de Jérôme, effectivement, par des gens qui sont externes et qui auront un regard extérieur, qui nous apporteront leur savoir-faire. Donc ce comité consultatif dont parle Jérôme est constitué de personnes éminentes. Alors je ne vais pas les nommer, mais on vous invite à contacter les équipes commerciales ou à regarder les supports. Il y a des anciens ministres de la Santé, donc suivez mon regard, je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agit, qui nous apporteront leur regard sur l'immobilier de santé pour définir et affiner, le cas échéant, la stratégie pour les années futures d'LF Avenir Santé. Donc ça, c'est très important. Et puis on a été plus loin, mais on y reviendra tout à l'heure, notamment sur la dimension fonds de partage, mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans un instant. D'accord. Vous avez parlé d'ISR. Donc c'est un fonds qui s'inscrit dans une... Enfin c'est un fonds, c'est une SCPI qui s'inscrit dans une logique d'investissement socialement responsable. Comment on peut le présenter à nos CGP qui nous écoutent ? Alors je peux prendre le point sur l'ISR aujourd'hui. Donc cette SCPI LF Avenir Santé est évidemment, et je dis évidemment à dessein, labellisé ISR, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, et pendant de nombreuses années, parlé des critères financiers pour prêcher la bonne parole sur les SCPI, mais on sait bien aujourd'hui, qui plus est, et a fortiori dans le contexte actuel, que la dimension extra-financière est au moins aussi importante, voire déterminante. Et pour le dire autrement, aujourd'hui, nous on pense que ne pas être ISR sera un frein à la performance financière. Les deux sont étroitement liés désormais, et donc appliquer à LF Avenir Santé la dimension ESG que j'évoquais tout à l'heure, donc de l'investissement socialement responsable, va s'exprimer particulièrement, pas que, mais particulièrement dans la dimension sociale-sociétale. Et on a mis en place, sous l'impulsion de Virginie Valu, dont je parlais tout à l'heure, qui est en charge de l'ISR au sein du groupe La Française, des indicateurs qu'on va pouvoir suivre dans le temps pour monitorer l'impact social et sociétal du fonds Avenir Santé. Alors typiquement, de quoi parlons-nous ? Oui, sur chaque investissement, c'est par investissement, je ne sais pas comment ça va se passer. Veut prendre la main sur le sujet. Mais avec plaisir. Effectivement, quand on regarde une opportunité d'investissement, on a monté un outil spécifique de notation finalement, des aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance sur les acquisitions. Et on a une grille avec des questions spécifiques qui visent à finalement évaluer ce qu'apporte le bien d'un point de vue sociétal. Donc typiquement, on est dans la pénurie de médecins dans certaines régions. Est-ce que l'organisme fait de la formation, etc. Puis évidemment, c'est incontournable aujourd'hui aussi de regarder les aspects environnementaux, donc les critères de performance technique, émissions de CO2, évidemment, des bâtiments qu'on achète. D'accord. Donc ça rentre, c'est intéressant ce que vous avez dit, par exemple, le côté déserts médicaux. Donc l'idée, c'est peut-être d'investir dans des maisons de santé. On en parle beaucoup. Je ne sais pas, je vous laisse la parole là-dessus. À titre d'exemple, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est ce qui me vient à l'esprit. Non, mais effectivement, il y a un moment, c'est vrai qu'on souhaitait un peu détailler la stratégie d'investissement d'Avenir Santé qu'on a voulu finalement différenciante par rapport aux SCPI de santé ou même aux fonds de santé non SCPI qui sont existants. Dans les volumes que j'évoquais tout à l'heure d'investissement, il faut savoir qu'il y a une très très grosse partie de ces volumes qui finalement sont fléchés vers deux classes d'actifs principales. D'une part, les EHPAD, donc les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, et d'autre part, les cliniques privées, donc les hôpitaux privés dans lesquels il y a des maternités, un service d'urgence, hôpitaux privés. Ça, c'est une grande partie des volumes échangés. C'est les pays qui existent, ça. Tout à fait. Actuel, oui. Voilà. Et nous, on a voulu avoir une stratégie un petit peu complémentaire et surtout un peu plus orientée pour nous vers l'avenir, avec notamment un gros intérêt pour ce dont vous me parlez, savoir les maisons médicales, ou on les appelle maisons pluridisciplinaires ou pôles de santé, qui sont un petit peu pour nous l'avenir de la façon de gérer l'immobilier de santé ou même la santé en France et même en Europe, dans le sens où, pour le faire rapidement, ça répond quand même à deux besoins et des deux côtés de la chaîne.
ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, désert médical ou pas, il est très compliqué, dès qu'on a une pathologie un tout petit peu complexe, d'enchaîner les rendez-vous dans des différents lieux suivis par différents spécialistes. Le diagnostic, il met du temps à se partager. Là, ce genre d'établissement, effectivement, permet un diagnostic, on va dire, concerté, un exercice coordonné de la médecine entre des généralistes et des spécialistes, et ça permet aux patients d'avoir en un unique lieu, finalement, tout son suivi. Et puis pour les médecins, c'est ça qui est intéressant, parce que pour que ça marche, il faut que ça marche pour tout le monde. Les nouveaux médecins, aujourd'hui, les jeunes médecins, ils souhaitent plus trop faire l'administratif, ils souhaitent plus forcément s'occuper de leur immobilier. Donc cette logique de regroupement dans un lieu, avec l'immobilier finalement qui est géré et qui peut être porté typiquement par un acteur privé comme nous, correspond tout à fait à la nouvelle façon d'aborder la médecine, avec justement des pathologies plus complexes ou plus pluridisciplinaires à étudier, et avec ce besoin de se concentrer sur le soin et pas sur le reste. D'accord. Donc ce qui veut dire également, par rapport à des EHPAD, alors justement par rapport à cette stratégie, on parlait d'EHPAD, on est sur des volumes plus petits, c'est l'idée d'être sur des oui c'est ça, sur des biens plus petits, plus éclatés, enfin le fait d'être un peu plus, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, diversifié. Alors pour nous, cette classe d'actifs, elle a deux intérêts. Le premier, c'est effectivement que ça reste des locaux qu'on qualifie de moins monovalents, donc c'est un terme un peu technique pour dire que ce sont des locaux qui finalement sont un peu plus banalisés, il n'y a pas de spécificité technique incroyable comme des blocs opératoires dans une maison de santé pluridisciplinaire. Les cabinets de consultation pourront, dans un futur très lointain, se prêter à d'autres usages de la médecine ou d'autres choses, donc ça c'est important. Et généralement, dans la même mouvance que ces lieux-là doivent être faciles d'accès pour les patients et aussi pratiques pour les médecins, ils sont généralement dans de bonnes localisations qui sont bien desservies par les transports en commun. Quand on pense justement aux déserts médicaux, on imagine au territoire national, effectivement c'est très très souvent, c'est près de la gare, c'est près du centre-ville, etc. Donc ça pour nous ce sont des très bons facteurs immobiliers finalement indépendants de la santé. Donc en fait c'est une approche assez traditionnelle de l'immobilier, l'emplacement, plutôt le centre-ville, enfin dans des endroits accessibles, maintenant c'est ça, voilà. Plutôt que des grosses structures où vous me disiez il y a des questions techniques qui peuvent se poser, des investissements techniques plus lourds. Finalement, une meilleure dilution du risque, je sais pas. Oui, et puis il y a un autre phénomène quand même qu'a évoqué en fil rouge Jérôme, c'est la médecine de proximité, c'est-à-dire que traditionnellement aujourd'hui les fonds existants sont très investis sur l'approche dépendance, donc les EHPAD répondent dans le cadre du vieillissement de la population au sujet de la dépendance, mais le vieillissement de la population c'est aussi beaucoup de seniors autonomes, indépendants, qui ont des besoins un peu différents d'accompagnement, de soins aussi, et qui ont besoin de proximité. Et donc cette médecine de proximité s'exprime immobilièrement par notamment les maisons de santé pluridisciplinaires dont a parlé Jérôme, qui sont très souvent des emplacements premium, qu'on pourrait qualifier à l'image de ce qu'on voit sur l'immobilier de bureau par exemple. Donc ça c'est un premier point, et qui a comme corollaire quelque chose qui est très important à avoir à l'esprit, c'est la notion de réversibilité potentielle de l'actif. Et on le voit bien que sur les EHPAD, il est évident, alors pour percer l'abcès, puisqu'on sait que c'est un sujet potentiel, que si l'exploitant d'un EHPAD quitte le bâti, il y a un sujet sur la valeur de l'existant restant. Oui. Donc là on a voulu prendre un positionnement un petit peu différent, et ce positionnement différent s'exprime par le fait d'adresser les besoins des soins du quotidien par la médecine de proximité, les maisons de santé pluridisciplinaires, mais pas que, ça peut être des cabinets dentaires, qu'a évoqué Jérôme. Et la stratégie d'investissement va également aller chercher tout ce qui a trait aux soins dits alternatifs qui accompagnent le vieillissement de la population. C'est-à-dire que quand vous avez, alors je ne vais pas citer d'âge, mais disons 70 ans pour vexer personne, on a peu de marge autour de la table, on va avoir des besoins notamment de soins qui s'expriment par les cures thermales, par la thalassothérapie, mais ça n'est pas que ça, la santé, au sens d'LF Avenir Santé, c'est aussi les besoins intergénérationnels nés du vieillissement de la population, et par exemple, mais je laisserai Jérôme compléter si de besoin, bien évidemment, c'est tout ce qui a trait aux résidences services seniors, au co-living senior. Alors justement, ça c'est intéressant ça, oui. Qui complète le dispositif. Donc on voit bien que la santé, c'est un vecteur d'investissement beaucoup plus large que le seul traitement de la dépendance au travers de ce qu'on connaît tous, que sont les EHPAD. Ça dépasse ce cadre-là. Effectivement, résidence senior et co-living, ça c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup, mais ça se déploie, ça commence, ça prend forme, on va dire. Ouais, c'est le pendant finalement de la clinique traditionnelle que nous on voit plutôt par
le prisme du pôle de santé de la maison pluridisciplinaire. Donc là-dessus, je reviens juste sur le sujet de la taille, parce qu'effectivement, il y a des actifs plus petits, mais il y a des actifs aussi de taille très significative. La première acquisition qui a été réalisée par LF Avenir Santé tout fin décembre, c'est un très gros pôle de santé pluridisciplinaire qui est dans Lyon, en plein Lyon, dans le 8e arrondissement, au pied du tramway. Et c'est un bâtiment qui fait presque 6000 mètres carrés et qui comprend une centaine de spécialistes. Donc c'est pas forcément la granularité qu'on va chercher, mais on l'accepte en revanche. Et pour le pendant effectivement de l'EHPAD qu'on regarde un petit peu différemment, effectivement, on pense que les nouveaux usages, comme le co-living senior, sont très intéressants. Donc là, il faut bien clarifier les choses. On est sur des personnes qui sont un peu moins dépendantes que l'EHPAD, dont le but premier en fait est de rompre l'isolement en fait. Il y a un vrai sujet de détresse lié à l'isolement chez les personnes âgées en France. Et effectivement, ce sont des lieux à taille beaucoup plus humaine, avec des gens qui peuvent partager effectivement tout un tas d'activités et dont l'isolement finalement est rompu grâce à ces actifs immobiliers. Donc ça, typiquement, c'est la dimension sociétale dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà la simple approche par le soin. Je rappelle d'ailleurs que pour répondre à votre question tout à l'heure sur le positionnement qu'on a voulu donner à LF Avenir Santé, l'idée c'est aussi de pouvoir se positionner en complément de ce qui existe. Je rappelle par exemple que les EHPAD, qui sont une grosse partie quand même des actifs que vous retrouvez dans les SCPI existantes, quand vous êtes en EHPAD, l'âge d'entrée en EHPAD aujourd'hui c'est 88 ans. Ce qui veut dire que, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le vieillissement de la population, quand vous avez 75 ans, de 75 ans à peu près 90 ans, vous avez des besoins qui émergent de votre vieillissement. Et aujourd'hui, immobilièrement, c'est pas complètement satisfait. C'est un peu l'idée de ce qu'évoque Jérôme, du co-living senior, qui n'est pas de la résidence-service senior, c'est des unités un petit peu plus réduites, où là il y a une approche de vie en communauté, de manière un petit peu réduite, qui permet effectivement d'adresser le passage de la vie à domicile à la vie bien plus tard, éventuellement en EHPAD, quand on est vraiment très dépendant. Donc là, il y a un cycle de vie qui immobilièrement est adressé au travers de ce qu'on vient de vous expliquer, qui complète les dispositifs existants. Sachant que quand on rompt l'isolement des personnes âgées, on sait qu'on entre moins en dépendance. C'est lié, on le sait. Donc effectivement, il y a une dimension sociétale que vous retrouvez dans cette approche ISR. Exactement. Et ça, c'est valable en France, parce qu'on n'en a pas parlé. J'allais vous poser la question sur l'Europe. Alors justement, quelle zone, est-ce qu'il y a des zones privilégiées sur l'Europe aujourd'hui que des pays qui sont... Alors, déjà, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a la taille des marchés qui nous guide, et puis il y a finalement les compétences de la française. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la France, ça reste un des gros marchés en Europe, qui est dans le top 3-4 en fonction des années, où les pays principaux en termes de volume d'investissement sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. D'accord. La Scandinavie pèse aussi un petit peu derrière ce trio de tête. Et donc, effectivement, on va se focaliser sur ces pays-là. Et on va aussi se focaliser sur ces pays-là parce que, Christophe en parlait tout à l'heure, on a des équipes chez la Française dédiées sur place, en Angleterre et en Allemagne, qui déjà travaillaient à investir pour Europimo et qui aujourd'hui sont très implantés dans leur tissu local et peuvent effectivement sourcer des opportunités de santé de qualité et sans qu'elles soient trop répandues, ce qu'on appelle un peu sous le radar, qui sont généralement génératrices de bonnes performances. D'accord, donc une dimension sur ces 4 pays. On rejoint toujours un peu cette notion de vieillissement de la population, qui est logique, dont on parle beaucoup sur nos plateaux, mais dans différents domaines. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par cette approche immobilière, on revient dessus et c'est extrêmement important. Cette SCPI dans votre gamme, elle se situe comment on peut la positionner dans une allocation d'actifs? Est-ce qu'il y a quelques critères à donner ou pas? Oui, alors on en a beaucoup dit, mais moi je suis très heureux de pouvoir partager nos convictions sur le groupe La Française, parce que cette SCPI à l'avenir santé, elle coche un certain nombre de cases qui nous semblent, on pourra en échanger les partenaires, mais correspondent à l'attente des investisseurs, puisque ça coche la case Europe, et être européen aujourd'hui, c'est vraiment très important. C'est pas nécessaire absolument, mais c'est très important. Elle coche la case que je vais appeler infrastructure, c'est-à-dire qu'on développe quand même des infrastructures du bâtiment lié, de l'immobilier lié à un besoin fondamental, sociétal, majeur de long terme, qui est le vieillissement de la population. Et puis on coche bien sûr la santé, qui est une thématique qui a émergé pendant la crise du Covid. Je rappelle quand même que les principales collectes sur le marché des SCPI, c'est des véhicules qui sont liés à la santé. Ça avait commencé avant le Covid, mais ça s'est accéléré. Et puis une dimension très particulière de l'immobilier de santé qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'on est quand même décorrélé des cycles économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous signez des baux très long terme. Jérôme vous en parlera tout à l'heure sur le bail de Lyon.
On a plus d'une douzaine d'années, donc on a une très forte visibilité. Ça, c'est très important. Et donc, cette SCPI s'inscrit dans ce triptyque, en quelque sorte, et le tout est encapsulé dans la dimension incontournable extra-financière qu'est l'ISR. Donc, ça nous semble bien correspondre aujourd'hui à ce qu'on peut attendre en tant qu'investisseur immobilier épargnant d'un véhicule, c'est-à-dire d'adresser un marché porteur, parce qu'il faut bien parler de marché, avec une certaine sécurisation des cash flows long terme au travers des baux consignes, dans un contexte où on sait qu'il y a une demande extrêmement forte, à la fois parce qu'il y a le vieillissement de la population d'un côté, mais aussi à la fois par les investisseurs qui cherchent à investir sur des véhicules type SCPI qui sont décorrélés. Donc dans la gamme de la française, on a réitéré ce qui a fait, en toute humilité, le succès depuis quelques années de nos gammes, c'est qu'on a souhaité constituer une équipe donc dédié à la santé. Jérôme nous a rejoint l'année dernière, et s'il en est, c'est un spécialiste de cet univers-là. Avant de lancer la SCPI, qui a été lancée en fin d'année dernière, qui connaît un succès très important depuis son lancement. Oui, on pourra y revenir. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Oui. À l'image, une nouvelle fois, de ce qu'on a pu faire sur l'Europe, sur le Grand Paris, pour permettre à nos partenaires et donc à leurs clients de faire des allocations de SCPI, parce qu'on voit bien que le marché des SCPI a considérablement évolué depuis quelques années, et d'avoir des fonds thématiques permettent de bâtir des allocations, et en fonction de sa sensibilité à telle ou telle thématique, en fonction du niveau de risque qu'on est prêt à engager en tant qu'investisseur, de son horizon d'investissement, on peut constituer des vraies allocations immobilières à l'image de ce que font les institutionnels depuis toujours. Donc là, on rend accessible des classes d'actifs aux investisseurs dans un contexte relativement sécurisé, adossé à institutionnel qu'est la française. Qui reste quand même celui de l'immobilier. Sur cette justement sur cette taille, est-ce qu'il y a une taille critique que vous visez est-ce que c'est possible de la déterminer ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y aurait une taille critique qui serait qui nous... Je vais répondre, Jérôme complétera parce qu'il a un sujet à évoquer sur la taille. Oui, quand vous lancez une SCPI, le vrai enjeu, c'est la synchronisation de la collecte et des investissements. Donc je vais répondre un peu différemment à votre question. Ça va plus être le sourcing qu'opère Jérôme qui va déterminer les volumes d'investissement, sachant que pour l'année 2022, tu m'arrêtes si je me trompe, on a prévu d'engager autour de 200 millions d'euros pour cet exercice 2022, et on est bien parti pour être dans le parc, comme on dit, sachant qu'à terme, nous, à la française, et ça dépasse Avenir Santé, on a la conviction très forte qu'une SCPI doit avoir une certaine taille. Car la taille, c'est gage de diversification, c'est gage de mutualisation, et c'est bien cela que viennent chercher les investisseurs. Donc à terme, d'ici quelques années, atteindre le milliard d'euros, c'est quelque chose qui est en perspective. Supporter ça, c'est une SCPI qui peut... Je confirme. Non, ça fait partie des objectifs clairement qu'on s'est fixés, d'avoir une taille de fonds qui soit finalement à l'image des autres SCPI de la française, ou même des autres SCPI à succès. Finalement, on voit souvent que c'est adossé à une taille qui aujourd'hui dans du milliard d'euros. Vous avez parlé du lancement, donc c'est en octobre-novembre l'année dernière. Tout à fait, c'est ça. Aujourd'hui, donc vous avez parlé vous dites que vous êtes satisfait en tout cas de l'évolution du lancement. Il y a une collecte, on peut en parler. Vous avez parlé d'immeubles à Lyon aussi. Est-ce qu'il y a d'autres immeubles qui ont été achetés ou alors qui sont en cours sur le pipe, Jérôme va vous en parler. À titre d'exemple, pour... Oui, je pense que c'est pas mal d'illustrer effectivement ce qu'on regarde. Donc, effectivement, rentrer dans le patrimoine aujourd'hui d'Avenir Santé, il y a ce très bel immeuble, une trentaine de millions d'euros quand même, situé à Lyon, qui était quand même une très belle acquisition et très emblématique finalement de la stratégie du fonds, puisque maison pluridisciplinaire, on a aussi un peu de balnéothérapie dedans. Christophe disait que c'était des choses qu'on regarde de près. Il y a aussi une crèche, parce que dans les besoins intergénérationnels, on vient couvrir aussi les crèches en plus des personnes âgées entre 75 et avant les palmes. Et donc ça, c'est vraiment l'acquisition que s'était fait tout fin décembre, donc très peu de temps après finalement quand même à l'ouverture SCPI. Aujourd'hui, on a un pipeline assez fourni déjà européen. Les prochaines acquisitions vont arriver très rapidement. Normalement, pas trop en parler, ça porte malheur, mais on regarde activement quelque chose en Irlande, c'est un pays qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais la prochaine acquisition du fonds devrait arriver incessamment sous peu, notamment en Irlande. On regarde aussi des dossiers en Belgique là, qui devraient se signer rapidement, et d'autres opportunités en France et notamment à Paris.
D'accord. Cette SCPI est accessible donc en direct. Est-ce qu'elle sera accessible pour nos amis assureurs qui nous regardent? Est-ce qu'elle sera est-ce qu'on va la passer en unité de compte ou c'est peut-être déjà fait? Alors pour répondre à votre question précédente sur la collecte, on est à date autour d'une 50aine de millions d'euros. Donc voilà, on est tout à fait dans le par et on fait attention parce qu'effectivement il faut faire coexister ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire synchroniser la collecte et les investissements. Sur les moyens d'accès à cette SCPI via les équipes de la Française, oui, classiquement en direct ou en nominatif, pour l'appeler ainsi, en pleine propriété. Pour les UC, ça n'est pas pour le moment à l'ordre du jour au moment où je vous parle, mais en fonction de la taille. Voilà, quand elle aura une certaine taille, c'est pour ça que tout est lié, la taille et les UC, ce sera probablement regardé. Concernant la façon de l'acquérir, on a aussi prévu, c'est d'actualité, la souscription via les versements programmés, qui est un outil qui s'appelle à la française Agilimo. Donc on peut souscrire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans. Ça, c'est une évolution notable de la façon dont on recommande les SCPI à l'épargnant français notamment. Et donc l'approche des versements programmés en SCPI pour constituer dans la durée un portefeuille à terme, ça peut être une réponse aux problématiques des retraites, qui est un sujet d'actualité s'il en est. Et tout ça s'articule effectivement au travers des SCPI de la française et en particulier des LF Avenir Santé, bien évidemment. Alors oui, c'était important de souligner cet investissement progressif dont on avait déjà parlé sur ce plateau. Complètement. Et qui finalement est ça paraît simple comme ça, mais techniquement, c'est pas si évident. Oui, donc c'est une bonne chose. Un dernier mot beaucoup plus général sur le marché de l'immobilier, puisqu'on parle d'immobilier, même c'est toujours difficile de faire des études de marché, mais on parle d'inflation, on parle de hausse des taux. Est-ce que ça aura... une question... Vous voyez un impact? Ou bien on est finalement sur une demande qui est tellement importante, que c'est un marché de fond, que ça va Non, c'est un sujet en tant que gérant responsable, on regarde de très très près. Ça fait une dizaine d'années qu'on était sur des taux qualifiés de historiquement bas. Maintenant que les taux remontent très bas, qui ont été un soutien d'ailleurs très fort à la classe d'actifs immobilières. Là, avec des taux qui remontent en Europe progressivement, en tous les cas annoncé pour cet été par Christine Lagarde, a priori, de manière extrêmement modérée. Nous, on considère que la dimension inflationniste, dans une certaine mesure, est favorable à la classe d'actifs immobilières, puisque actifs réels indexés, même si on ne pourra certainement pas passer la totalité des indexations, parce que vous ne pouvez pas passer d'indexation à 5-6% sur l'ensemble de vos baux, c'est juste illusoire. Mais il y aura un effet favorable. Après, tout le sujet, c'est si hausse des taux il y aura probablement hausse des taux. Si elle se fait de manière progressive, on pense que ça peut être assez neutre pour l'immobilier dès lors que ça se fait dans le temps et que ça accompagne l'inflation. Donc toute la question à laquelle je n'ai modestement pas de réponse, c'est si l'inflation va s'instaurer pour longtemps ou pas. On peut considérer que 2022, voire 2023, on atteindrait des pics d'inflation, qu'on aura une remontée des taux, mais immobilièrement parlant, on est attentif, mais pas extrêmement inquiet sur le comportement de l'immobilier. Et de notre point de vue, dans l'environnement actuel, avoir des actifs réels indexés dans son portefeuille, ça nous semble juste indispensable. Oui, et ça, c'est quand même l'élément central. Juste pour compléter sur la santé, qui est le thème d'aujourd'hui, une nouvelle fois, on est sur des actifs immobiliers décorrélés, au sens où, Jérôme complétera s'il le souhaite, sur les baux consignes, on a quand même une protection assez importante. On n'est pas corrélé au cycle économique, donc investir sur l'immobilier indexé de santé, ça peut être un bon moyen aussi de répondre directement à votre question sur les enjeux de demain au regard de l'inflation. Et avec un marché qui a quand même une profondeur aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que la demande est là, et c'est ce que nous avons vu tout au long de cette émission. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ce moteur-là. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on souhaite longue vie à SCPI LF Avenir Santé, bien entendu. Merci Jérôme Valade. Merci pour votre présentation. Merci Christophe Inizan. Merci à vous. Très bientôt sur ce plateau pour les prochains rendez-vous de la Française. Merci à tous, et puis à vous aussi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.